27 mars 1994. Le ciel allait bientôt se déchaîner. 29 tornades lacèrent le sud-est américain. Bilan, 42 morts et 320 blessés. L'instant le plus fatal survint à 11h39. Une F4 pulvérise l'église de Goshen à Piémont. En plein culte des rameaux, 20 fidèles sont fauchés par la mort. Dont la fillette du pasteur. Une faille critique du système est révélée. Ce drame reste historique, mais pas par sa seule intensité météorologique. Ce n'était pas l'éruption de tornades du siècle, ni les tornades les plus violentes jamais enregistrées par l'homme. La vérité derrière ce désastre est bien plus sombre. L'alerte tomba 12 minutes avant l'impact, mais les fidèles ne le surent jamais. Le problème n'était pas de détecter le monstre, mais de communiquer l'impasse fatale du dernier kilomètre. Ce chaos allait révolutionner des alertes pour les 30 années suivantes. Pour comprendre ce funeste dimanche des rameaux, 1994, scrutons les signes invisibles aux experts, car ce phénomène défiait toutes les lois de la météo. Les grandes tempêtes laissent d'ordinaire des traces évidentes. Une dépression marquée se dit alors sur toutes les cartes. Un creux d'altitude net et le courant jet polaire, prêt à embraser l'air humide du golfe du Mexique. Ces signaux classiques sont les héros du chaos imminent. Ce dimanche noir ne présentait pourtant aucun de ces signes. Les experts parlent d'un événement invisible sur les cartes, une anomalie atmosphérique totale et imprévisible. Selon la théorie, ce n'était pas le profil d'une apocalypse, mais le ciel ignore les manuels. L'instabilité était totale. L'énergie potentielle, le cap, était prête à exploser. Grimpant de 2348 à 2665 joules par kilogramme. L'hélicité, moteur de la rotation, indiquait des supercellules prêtes à tout dévaster sur leur passage. Ces chiffres criaient une menace mortelle, malgré le calme trompeur des cartes. Le centre de prévision traquait cette ombre dès le vendredi. Leur bulletin nocturne, à 2h, le samedi 26 mars, évoquait déjà des cellules isolées. À midi, la menace de tornade devenait une terrifiante certitude. Le matin même de ce funeste dimanche, à 1h, l'Alabama bascule officiellement en alerte rouge. L'alerte 41 tombe à 9h18. À 10h, le verdict tombe. Les tornades seront dévastatrices. Midi, heure de l'Est. L'alerte tornade numéro 42 vient de tomber sur le nord de la Géorgie. Une alerte classée comme situation particulièrement dangereuse, le présage d'un désastre imminent. C'est le niveau de menace ultime, le plus haut degré d'alarme du service météo. À 13h30, le risque bascule dans le rouge. Danger extrême confirmé. Les experts avaient tout vu venir. Les sentinelles ont lancé l'alerte avec une précision millimétrée. La science n'avait pas failli. Ce n'était pas une erreur de prédiction, mais le réveil d'un monstre. Pourtant, un grain de sable allait enrayer la machine au niveau local. L'enquête post-catastrophe menée par les autorités allait bientôt révéler une vérité glaçante. Le bureau météo d'Atlanta est resté désespérément muet au moment crucial. Aucun bulletin, aucun cri d'alarme n'a été émis pour annoncer l'orage dévastateur qui approchait. Et ce, malgré l'alerte maximale lancée pour tout le nord de la Géorgie. Une négligence fatale. Leurs prévisions locales se contentaient de décrire un temps venteux et quelques averses éparses. Alors que le danger était déjà considéré comme modéré, l'aveuglement était total. Ils craquaient les inondations, ignorant totalement la tornade qui tourbillonnait déjà vers eux. Cette fracture entre les experts nationaux et locaux allait se payer au prix fort. Mais le véritable drame ne résidait pas uniquement dans ces prévisions défaillantes. Le cauchemar absolu s'est joué juste après l'envoi des dernières alertes. 27 mars 1994, un dimanche matin gravé dans le sang. Dans la Bible Belt, les églises sont pleines à craquer pour la prière dominicale. Les familles célèbrent le dimanche des rameaux, ouvrant la voie vers la Semaine Sainte. À l'église de Goshen, en Alabama, 150 âmes sont réunies sous le regard de Dieu. Le sanctuaire se dresse humblement dans une zone rurale, tout près de Piémont. Une bourgade paisible de quelques milliers d'habitants nichée au nord-est de l'État. La cérémonie commence. La chorale des enfants remonte l'allée centrale avec une innocence poignante. Agitant des palmes au rythme des chants, ils suivent la pasteur Katie Clem vers l'autel. Parmi eux, ses propres filles, Anna, 4 ans, et la petite Sarah, 2 ans. Pendant ce temps, le ciel se déchire et la tempête gronde déjà sur la région. Dès 9h du matin, le chaos s'éveillait, prêt à tout ravager sur son passage. À 10h55, une première tornade d'une violence inouïe frappe Ragland. 11h05. La mort frappe sa première victime près du lac Neely Henry. 11h27.
12 minutes seulement avant que l'apocalypse ne s'abatte sur l'église de Goshen. Le bureau de Birmingham lance enfin l'alerte rouge pour le comté de Cherokee. C'est à cet instant précis que le destin a basculé dans l'horreur pure. L'alerte existait. Pour l'époque, le délai de réaction était même considéré comme exceptionnel. 12 minutes. Cela semble court, mais c'est le temps qui sépare la vie du trépas. C'était un délai suffisant pour que chaque fidèle puisse se mettre à l'abri du monstre. Aujourd'hui encore, on ne gagne qu'une minute de plus. Goshen avait toutes les cartes en main. Mais voici la vérité qui rend cette tragédie encore plus insoutenable. Les enquêteurs ont découvert qu'un couloir intérieur de l'église était resté totalement intact après le passage. S'ils avaient entendu l'alerte et s'étaient réfugiés dans ce couloir salvateur, ces 150 personnes auraient survécu. Il n'y aurait eu aucune victime. Le refuge était là, à quelques mètres d'eux, à l'intérieur même du bâtiment. Ils ignoraient qu'ils allaient mourir, car le message d'alerte ne les a jamais atteints. Une radio météo trônait pourtant à l'église, et le signal couvrait parfaitement Piémont. Mais des coupes budgétaires datant des années 70 avaient condamné leur dernier espoir. Tandis que les villes étaient protégées, le comté rural de Cherokee restait une zone d'ombre, oubliée. Dans cette partie reculée, aucune sirène d'alerte ne pouvait briser le silence menaçant. Coupés du monde, les fidèles n'écoutaient ni radio ni télévision ce matin-là. En ce dimanche des rameaux, leur cœur était voué à la prière et à la dévotion. Plus de 80 appels au 911 signalaient déjà le monstre dans le comté voisin. 80 appels. L'alerte hurlait partout, mais le silence régnait encore ici. La terreur approchait, et certains savaient déjà que le désastre était devenu inévitable. Mais aucun rempart n'existait pour prévenir ces fidèles face à l'ombre qui fonçait sur eux. À 11h32, une tornade de force F3 pulvérisa une première église baptiste. Par miracle, aucune vie ne fut fauchée au milieu de ces murs en ruine. 2 autres sanctuaires s'effondrèrent ce matin-là sans faire de victimes. Un sursis trompeur. À 11h39, le destin frappa violemment l'église méthodiste unie de Goshen. Un officier repéra le vortex juste avant l'impact et lança un appel radio désespéré. Cette transmission glaçante fixa l'instant précis de la tragédie. 11h39. Impuissant, il regarda l'horreur s'abattre, sans aucun moyen de prévenir la congrégation. Des vents déchaînés, entre 207 et 260 000 par heure, balayaient tout. Ce titan fut classé force F4 sur l'échelle de Fujita, une puissance purement dévastatrice. Le sanctuaire fut pulvérisé, 20 vies s'éteignirent, laissant plus de 90 blessés dans le chaos. Parmi les victimes de Goshen, le sort ne fit aucune distinction, frappant petits et grands. Voici les noms des disparus. Edward Earl Abbott, Jonathan Andrews Abbott, Frédéric Calvin Bass, Ethyline Russell Blair, Anna Catherine Clem, David Michael Kendall, Michael Modd, Cathy Modd, Zachary Milam, Hélène Diane Mulinax, Cicero White Peak, Ruth Teague Peak, George L. Scroggins Sr., Robert Kirk Scroggins, Eric Wayne Facker, Derek Ryan Watson, Glenda K. Watson, Jessica Ryan Watson, Amy Woods et Marcus Buddy Woods Jr. La petite Anna, 4 ans, était la fille de la pasteur. Jessica Ryan Watson n'avait que 2 ans lorsque le souffle de la mort l'a emportée. Zachary Milam, lui, n'avait que 3 ans. La jeune Amy Woods venait à peine d'atteindre ses 9 ans. Parmi les survivants, Keith Ward gisait sous le toit effondré, avec 13 côtes brisées. Des années plus tard, il confiait encore l'horreur de cet instant à la télévision. Il sentait la vie le quitter, prisonnier de cette cage de béton et de fer. Écrasé par les décombres, il savait au plus profond de lui que la fin était proche. Il pria le Seigneur, acceptant son sort si son heure était réellement venue. Sa seule pensée, son dernier désir, était de savoir si sa famille avait survécu. Marcus Woods, 13 ans, survécut mais perdit son père, Buddy, et sa petite sœur, Amy. Une semaine plus tard, c'est en fauteuil roulant qu'il assista au service de Pâques. La pasteur Kelly Clem survécut à l'enfer, mais perdit tragiquement sa fille Anna. Sa seconde fille, Sarah, s'en sortit miraculeusement malgré la violence inouïe du désastre. Bien plus tard, lors d'un témoignage poignant, la révérende Clem revint sur ce jour maudit. Elle raconta comment elle avait rampé vers l'endroit où reposait sa petite Anna. Elle trouva son enfant inanimé, lui parlant doucement en la caressant une dernière fois. Elle savait qu'Anna était partie, mais son cœur refusait encore cette cruelle réalité. Dans les décombres, les blessés jonchaient le sol, cherchant désespérément un souffle d'espoir. Leurs regards se tournaient vers leur pasteur,
implorant des réponses que le ciel semblait taire. Ce récit fut gravé dans les colonnes du Deseret News au printemps 1994. Clem dépeignait ces gens au sol, implorant une explication, hurlant leur détresse. Sa réponse fut glaciale. Personne ne connaît la véritable raison. Pour elle, le pourquoi importe peu. L'urgence est de s'entraider pour survivre. Malgré la perte de sa propre fille et de 20 fidèles, la révérende Clem livra un témoignage poignant qui marquera les mémoires durant des années. Elle affirma aux journalistes que sa foi restait inébranlable malgré l'horreur. Elle s'accrochait à sa foi, car Pâques approchait et l'espoir devait renaître. Si le chaos de l'église de Goshen devint le symbole du drame, la tragédie ne faisait que commencer. Les tornades s'enchaînant sans aucun répit. Environ 12 supercellules traversèrent un corridor étroit et menaçant. Sur 2 comtés à peine, elles tracèrent des sillons de mort parallèles. Roulant à 100 km/h, ces monstres ne laissèrent aucune chance aux habitants. À 13h14, une tornade de force 4 frappa le comté de Floyd. Géorgie. Fonçant sur Rome, elle atteignit son apogée dévastatrice vers 13h45. 2 morts et 60 foyers pulvérisés. Le bilan à Rome était déjà lourd. 15h20, l'alerte retentit enfin dans le comté de Pickens, en Géorgie. 4 minutes plus tard, Henderson Mountain était frappé de plein fouet. 14 proches étaient réunis là, ignorant que leur destin allait basculer. Un miracle cruel. 6 morts d'un côté, 7 survivants totalement intacts de l'autre. Cette hécatombe dans les mobil-homes devint le sinistre motif récurrent du désastre. 83% des victimes géorgiennes périrent dans ces abris de fortune. À Henderson Mountain, ces 4 minutes de sursis restèrent malheureusement lettres mortes. D'autres cités furent martyrisées tout au long de cet après-midi sanglant. 103 habitations furent ravagées à Guntersville, dans le comté de Marshall. 30 blessés en Alabama, 16 maisons broyées à Grove Oak et Rainsville. Un mort fut déploré à Ohatchee, emporté avec son van par le souffle. Pelham et Helena furent rayés de la carte. À Dahlonega, 2 hommes âgés succombèrent sous la fureur aveugle des éléments. Vers 16h, un monstre dévala une falaise de 150 mètres à Tallulah Falls. Des débris de Piémont, pulvérisés à 220 km de là, retombèrent ici. Un chèque d'Alabama fut même retrouvé dans un autre comté, à plus de 200 km de son point de départ originel. Le chaos traversait désormais les frontières des États. À 19h, le dernier monstre de force 3 frappa près de Cedartown, et juste avant minuit, l'ultime tornade s'abattit sur la Caroline du Sud. Après 21 heures de terreur absolue, le cauchemar prit enfin fin. 29 tornades confirmées avaient semé la désolation sur leur passage. 4 de force 2, 7 de force 3, et 2 de force 4. 42 morts et plus de 320 blessés. Le prix du sang. Les dégâts matériels furent estimés à 17 millions de dollars au bas mot. Mais d'autres sources évoquent le chiffre colossal de 140 millions de dollars. La Géorgie fut frappée de plein fouet, subissant 67 500 000 dollars de dégâts. La Caroline du Nord perdit 27 200 000, l'Alabama 7 600 000, et la Caroline du Sud 4 500 000 dollars. Au-delà des foyers pulvérisés, plus de 500 000 volailles périrent dans la tempête, engendrant des pertes agricoles colossales de plus de 10 millions de dollars. 354 résidences furent anéanties entre l'Alabama et la Géorgie, tandis que 849 autres étaient lourdement endommagées. 3 jours après l'apocalypse, le 30 mars 1994, le vice-président Al Gore se rendit à Goshen. Il arpenta les ruines de l'église dévastée, aux côtés de la révérende Kelly Clem. Cette visite n'était pas un simple acte de présence protocolaire. Debout parmi les décombres où 20 vies s'étaient éteintes, Gore fit une déclaration aux répercussions politiques majeures, promettant d'étendre le réseau radio-météo de la NOAA pour que les communautés rurales, comme celle de Piémont, ne soient plus jamais abandonnées dans l'ombre. Gore confia à la révérende Clem qu'au nom de la nation, il la remerciait pour cette leçon de dignité. Le président Clinton déclara 6 comtés de l'Alabama zone de catastrophe majeure le jour même, débloquant ainsi l'aide fédérale d'urgence pour les survivants. La FEMA et la Croix-Rouge menèrent l'offensive sur le terrain, tandis que le Comité méthodiste uni pour les secours s'activait intensément dans la reconstruction. Mais une question glaçante émergeait des ruines, bien au-delà de l'aide humanitaire. Tout tournait autour d'un seul mot: prévention. Comment alerter des fidèles recueillis dans une église un dimanche matin? Comment prévenir une famille réunie dans la fragilité d'un mobil-home? Comment délivrer une alerte de 12 minutes à ceux qui ne consultent aucun média? Un diffuseur local résuma ce défi titanesque lors de son témoignage.
pour le rapport d'enquête sur le désastre de la NOAA. Tom Williams, le directeur général de la station WHMA-FM, rappela qu'à 11 h du matin, les églises débordent dans la ceinture de la Bible. Il demanda comment briser le silence pour avertir chaque citoyen. Sa réponse fut implacable. La communication de masse est inutile face à ceux qui n'écoutent pas. James Spann, météorologue à Birmingham pour WBRC Télévision, qui allait devenir l'une des figures les plus légendaires de la météo, fit le même constat amer dans le rapport officiel. Il nota que le radar WSR-88D de la base Maxwell avait fonctionné héroïquement pour détecter les tempêtes, mais que les alertes s'étaient perdues dans le vide. Le véritable poison, ajouta-t-il, c'est l'apathie du public face au danger. Pourtant, l'apathie n'était pas le mot juste pour le drame de l'église de Goshen. Ses fidèles n'étaient pas indifférents à leur propre survie. Ils étaient simplement à l'église, accomplissant leur devoir sacré en ce matin des rameaux. Et c'est là que la faille tragique du système apparut au grand jour, car le dispositif d'alerte de 1994 n'avait aucun moyen de les atteindre. Un présentateur en ondes ce matin-là prit pourtant une décision extraordinaire, un geste inédit dans l'histoire des médias locaux. Dan Satterfield, de WBRC, activa lui-même le système de diffusion d'urgence. Ce protocole national était originellement conçu pour les attaques nucléaires imminentes. En 1994, son usage météo était techniquement possible, mais presque aucun diffuseur ne l'avait jamais déclenché pour une simple tornade. Dans un message poignant publié en 2019, 25 ans après l'apocalypse, Satterfield revivait l'angoisse de cette salle de contrôle. Une voix murmura leur impuissance face à la réalité du désastre. Mais sa sentence tomba. Ils n'avaient que 3 minutes pour agir. Ils réussirent l'impossible. Quand l'alerte réelle déchira le silence, la peur changea enfin de camp. Hélas, la télévision ne prévient que ceux qui la regardent. Dieu ne protégea pas les fidèles. L'ironie du sort fut sanglante. 2 jours après le chaos du 29 mars 1994, Birmingham recevait enfin son arme secrète, le radar Doppler. Une modernisation massive s'armait pour contrer la fureur de la nature. Si seulement le destin avait attendu quelques jours de plus, les radars auraient traqué chaque battement de cœur du monstre. Mais l'aveuglement n'était pas le véritable ennemi. L'armée avait vu venir la bête. Les cris d'alarme avaient retenti. Scientifiquement, le rempart technologique avait tenu bon. La faille était humaine. Porter ce cri d'alerte jusqu'aux survivants. Une semaine après le passage du démon, le 3 avril, 200 fidèles se rassemblèrent dans les ruines de Goshen. Derrière eux, leur sanctuaire sacré n'était plus que poussière. Les débris de leur vie passée jonchaient encore la terre sacrée. Une croix de bois, forgée par l'amitié, défiait le néant. 4 vitraux, dont d'une église lointaine, offraient une lueur d'espoir. Marcus Woods, 13 ans, assistait au culte dans son fauteuil. 7 jours plus tôt, il perdait son père et sa sœur. Marcus était là, brisé, sous les paroles de Kelly Clem. Ayant enterré sa fille de 4 ans, la petite Anna, la révérende se dressa face aux survivants pour prêcher la résurrection. « Pâques arrive », avait-elle déclaré au milieu du carnage absolu. Et ce jour était enfin là, vibrant de douleur infinie. Un titre de presse gravait alors leur légende dans l'histoire, célébrant la vie ardente, plutôt que l'amertume des pertes. Ce dimanche sanglant de 1994 changea tout, forçant une nation entière à repenser la survie de son peuple. Dans les années 70, le signal de secours était rare. L'austérité budgétaire avait condamné les plus fragiles au silence. Seules les cités de béton étaient protégées du courroux céleste. L'Alabama rural n'était qu'une zone d'ombre sur la carte. Quand le pouvoir arriva sur les ruines, la promesse fut sacrée. Ce n'était plus de la politique, mais un pacte de sang. 20 âmes s'étaient éteintes, faute d'un simple signal radio fonctionnel. Le message de vie avait pourtant été envoyé. Mais la technologie nécessaire n'existait tout simplement pas ici. Fort Payne érigea le premier émetteur, protégeant enfin les terres. L'expansion devint une véritable croisade durant les décennies suivantes. Jusqu'à l'aube de l'an 2002, le réseau comptait désormais 750 émetteurs, protégeant près de 95% des Américains. En 2019, 1032 antennes veillaient sur environ 98% de la population. C'était le signe indéniable d'une expansion massive du système de sécurité. Un bond colossal, passant de 300 stations fin 1970 à plus de 1000 aujourd'hui. On quittait enfin l'exclusivité des zones urbaines pour une couverture nationale quasi totale. Le drame de l'église méthodiste de Goshen fut le véritable détonateur de cette incroyable métamorphose. En août 1994,
Un rapport d'enquête officiel imposa des directives radicales. Des bulletins d'alerte devenaient obligatoires dès qu'un risque météorologique majeur était identifié par les experts. L'objectif était clair: briser le silence mortel du dernier kilomètre pour sauver chaque vie. Les lieux publics et les églises furent vivement encouragés à s'équiper de récepteurs météo d'urgence. Cette catastrophe a aussi forcé la modernisation éclair de tous les services météo nationaux. Un investissement de 4,5 milliards de dollars permit de déployer les radars Doppler. La technologie progressait, mais détecter le danger ne suffisait plus. Il fallait apprendre à réagir. Le comté de Cherokee installa enfin des sirènes d'alerte autour de Piémont et de Goshen. En 1994, ce système de survie n'existait tout simplement pas. L'église de Goshen s'est relevée, reconstruite à seulement quelques pas de ses anciennes ruines. Située sur la route 9 sud de l'Alabama, elle poursuit sa mission sacrée encore aujourd'hui. L'ancien site dévasté est devenu le parc commémoratif de l'église méthodiste de Goshen. 20 stèles de pierre s'y dressent désormais, portant le nom de chaque victime disparue. Des cornouillers s'élèvent au-dessus de chaque plaque, comme des gardiens veillant sur leur mémoire. Les fondations d'origine ont été préservées, faisant de ces ruines une véritable terre sainte. Les rescapés de Goshen n'ont pas fui l'horreur, ils ont choisi de faire face. Le 27 avril 2011, une nouvelle tornade monstrueuse s'est abattue sur l'Alabama. Ce fut l'un des événements climatiques les plus dévastateurs de toute l'histoire des États-Unis. Les survivants de Goshen se sont alors portés volontaires pour aider les victimes d'Ohachi. La même zone frappée en 1994 fut de nouveau ravagée par une tornade F4. Barry Owens, qui avait survécu au drame de Grove avec sa femme Barbara, refusa l'inaction. Marqué à jamais par cette tragédie, il est devenu un membre actif de la Croix-Rouge. Sa motivation était simple: rendre l'immense aide que les secours leur avaient jadis apportée. La révérende Katie Clem a poursuivi son ministère en collaborant avec les comités de secours internationaux. Elle partage désormais son récit dans des documentaires pour que personne n'oublie la tragédie de Goshen. La communauté continue de se rassembler pour marquer les dates clés de cette sombre épreuve. Ces cérémonies sont parfois troublées par le climat capricieux qu'elle cherche justement à commémorer. Piémont s'est recueilli en 2014 pour honorer les 20 ans de la catastrophe. En 2019, le service des 25 ans a dû être annulé en urgence. La cause ? Une menace météo sévère planant à nouveau sur le dimanche des Rameaux. Le spectre atmosphérique de 1994 semblait vouloir hanter le ciel une fois encore. Face au danger, la prudence l'a emporté et la cérémonie a été reportée. Le système d'alerte, né du sacrifice passé, a permis à la communauté de se protéger. Ils ont sagement choisi de privilégier la sécurité des vivants sur le culte du souvenir. Pour le 30e anniversaire en 2024, la pasteure Katie Clem a livré son témoignage. Un projet documentaire intitulé « Le projet du dimanche des Rameaux » a finalement vu le jour. Cette œuvre poignante rassemble les récits de survie les plus marquants de cette nuit tragique. L'histoire de Goshen demeure le témoignage éternel d'une communauté dotée d'une force invincible. Katie Clem et le documentaire du Dimanche des Rameaux immortalisent ensemble le courage des rescapés. En 2025, l'écho des commémorations résonne encore. Pour les fidèles, les cicatrices de la communauté peinent toujours à se refermer. 30 ans ont passé, les marques restent vives, mais l'Église et son peuple tiennent bon. Tout comme ce système d'alerte révolutionnaire, protégeant désormais 98% des Américains. Un rempart déployé via les radios météo, les sirènes hurlantes et les écrans de télévision. Et ces alertes numériques modernes qui frappent instantanément chaque smartphone en cas de danger. Ce funeste dimanche des Rameaux de 1994 a fauché 42 vies sous 29 tornades. Pourtant, dans le sud-est américain, ce n'était techniquement pas le plus vaste des cataclysmes. Pas de super outbreak, pas de tornade de catégorie 5, rien qu'un monstre de papier. Aucun record de destruction massive ou d'étendue géographique n'avait été battu ce jour-là. Mais cette tragédie a révélé une faille qu'aucune autre tempête n'avait exposée avec une telle cruauté. L'abîme mortel entre l'émission d'une alerte et ceux qui luttent pour leur survie. Les services météo avaient lancé l'alerte 12 minutes avant que l'église de Goshen ne soit pulvérisée. Sur le plan technique, cet avertissement était une exécution parfaite. Mais un cri que personne n'entend est un cri qui n'existe pas. Une radio météo trônait bien dans l'église, mais le silence régnait. Aucun émetteur n'atteignait leur zone. Aucune sirène alentour. Aucune télévision allumée. Le monde extérieur s'était évanoui. Ils priaient en ce dimanche matin, ignorant que le ciel s'apprêtait à leur tomber sur la tête. La métamorphose fut radicale.
le réseau de stations météo passa soudainement de 300 à plus de 1000 antennes. L'objectif était clair, conquérir ce dernier kilomètre vers la vie. Comprendre que détecter n'est que la moitié du combat ne vint pas d'un désastre légendaire. Cette leçon naquit des décombres d'une petite communauté de 150 âmes. Au fin fond de l'Alabama, ils ne surent jamais que la mort avait un nom et une alerte. La révérende Kelly Clem y perdit sa fille Anna, 4 ans, ainsi que 19 de ses fidèles. Devant les ruines de son monde, son âme est pourtant restée inébranlable. Elle disait s'accrocher à sa foi, et que c'était cette foi qui la portait. « Pâques arrive », murmurait-elle. Et une semaine plus tard, la lumière jaillit des ténèbres. 200 personnes se réunirent parmi les débris pour célébrer l'aube d'un nouveau jour. Une simple croix de bois se dressait fièrement là où le sanctuaire avait été anéanti. Le travail de reconstruction commençait, pour l'Église comme pour la sécurité de toute une nation. Aujourd'hui, si le ciel menace une église en Alabama, le destin a changé de camp. Quelqu'un saura. Une radio météo brisera le silence pour hurler l'ordre de fuir. Une sirène déchirera l'air, ou un téléphone vibrera d'un avertissement vital et immédiat. Le fossé n'est pas totalement comblé, mais le pont vers la survie a été transformé. Cette transformation radicale est l'héritage sacré de l'Église méthodiste unie de Goshen. Bien plus que 20 noms gravés dans le marbre, bien que ces noms méritent l'éternité. Edward Earl Abbott, Jonathan Andrews Abbott et Frédéric Calvin Bass. Ethyline Russell Blair, Anna Catherine Clem et David Michael Kuykendall. Michael et Cathy Maud et leur petit Zachary, âgé de seulement 3 ans. Hélène Jan Mullinax, Cicero et Ruth Peake, George et Robert Scroggin. Eric Wayne Thacker, Derek et Glenda Watson et leur petite Jessica, 2 ans. Amy Woods et son père, Buddy, réunis pour toujours. Leur sacrifice protège désormais la prochaine église, la prochaine école, le prochain foyer. Chaque famille a maintenant une chance de survie avant que l'ombre de la tornade ne frappe. Voilà l'ultime leçon que ce dimanche de 1994 a gravé dans l'histoire. Un avertissement qui n'atteint personne n'est qu'un échec fatal. Ces 12 minutes perdues à l'église de Goshen ont redéfini notre sécurité. Pâques approche, marquée par les cicatrices de ce funeste dimanche des rameaux. C'est désormais une certitude. Bien plus d'âmes seront présentes pour le voir.